bonjour Étienne, Bonjour Marie-Cécile. je suis ravie aujourd'hui et je suis très honorée de pouvoir te rencontrer aujourd'hui dans ton studio, le fameux studio de Piano Jazz Concept. Le lieu du crime, c'est là que ça se passe. Voilà, je connais ta chaîne depuis un certain temps et c'est vrai que voilà, je voulais entendre en vrai le rire légendaire d'Étienne et pouvoir poser quelques questions par rapport à voilà, tes inspirations, ton parcours, ta vision de la pédagogie, ta vision de la musique en général, du jazz, mais aussi plus large, puisque tu tiens visiblement à ce que ça soit aussi plus large, même sur ta chaîne. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi particulièrement. Donc si tu pouvais résumer un petit peu ton parcours, je sais que tu l'as certainement dit plein de fois, mais il y a certainement des gens dans ma chaîne qui ne connaissent pas, donc sûr, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Voilà. Écoute, je suis, très rapidement, je suis pianiste, compositeur, enfin pianiste, auteur, compositeur, j'enseigne, et puis j'ai beaucoup tourné, donc j'ai fait de la variété, j'ai fait du jazz, maintenant je suis aussi créateur de contenu. Et voilà, c'est mon métier, c'est ça. C'est pianiste, auteur, compositeur, enseignant, et puis maintenant un peu sur les réseaux aussi. Voilà, c'est ça. Je viens du classique, j'ai fait le conservatoire, mais j'ai fait aussi du jazz en parallèle. Et puis mon style de prédilection, c'est quand même le jazz. Voilà, oui, c'est ça. Ce milieu-là. Ouais. Voilà. Et donc tu as créé, donc tu enseignes à la Bill Evans Piano Academy, voilà. Depuis un certain temps, je pense. Oui, ça doit faire peut-être un petit peu moins de 20 ans maintenant. D'accord. J'étais élève déjà en 99, à l'époque je fais un stage à AFDAS parce qu'il y avait un professeur qui est mort aujourd'hui qui s'appelle Bernard Maury, oui. dont j'étais l'élève quand il donnait des cours chez lui à Courbevoie. Et j'ai pris quelques cours chez lui et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et quand j'ai voulu reprendre quelques cours avec lui, il m'a dit mais viens à l'école, comme j'étais intermittent, il m'a dit tu peux te faire avoir un stage à AFDAS. Et puis finalement c'était sympa, j'ai rencontré des gens, donc j'ai fait 1 an là-bas et puis après il m'a proposé de m'embaucher. Enfin ça s'est pas fait immédiatement, mais en fait toute l'école s'est fait par un jeu de filiation, filiation interne, quoi. Et d'ailleurs maintenant il y a certains profs qui sont aussi qui étaient mes élèves maintenant à l'école. Donc il y a ce jeu de transmission, de tradition, quoi. C'est rigolo. Donc c'est une école qui est à Paris, dans le 20e. Dans le 20e, et qui enseigne le jazz. Le jazz, l'harmonie, la contrebasse, il y a beaucoup de... Donc la théorie, il y a du solfège, chanter, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des cours de chant, des cours, donc j'ai dit contrebasse, d'ensemble, voilà, ça c'est aussi, on fait beaucoup les cours de groupe, quoi, pour beaucoup d'élèves qui veulent improviser, travailler avec une rythmique. Et puis, je dois oublier des choses comme ça, il faudrait regarder sur le site, mais voilà, c'est vrai que c'est une école de pianistes principalement, quoi. Oui, ouais. D'accord. Et donc... Et non pianistes aussi, ça c'est important. On donne des cours par exemple aux chanteurs qui veulent apprendre à s'accompagner, qui veulent apprendre les bases des positions de l'harmonie, voilà, c'est encore autre chose, c'est une autre approche. D'accord. Et justement, au niveau de l'harmonie, est-ce que c'est harmonie uniquement jazz ou musique contemporaine, on va dire, ou est-ce que c'est jazz, hein, voilà, c'est vraiment jazz, le style. On met un cadre, non seulement on met un cadre de style, et même, c'est de l'harmonie jazz, et on met un pied, Lilian fait harmonie 1 et 2, moi je fais harmonie 3 et 4, mais je pense qu'il le fait aussi, je me rappelle plus comment il fait ses cours dans le détail, mais disons que c'est vrai que la matière, quand tu grattes un peu l'harmonie jazz, c'est contigu avec l'harmonie classique. Donc on est obligé, quand on parle de certains renversements ou de procédés historiques, on est obligé un peu d'aller gratter chez Wagner, chez Debussy, musique française, voilà, chez Bach aussi beaucoup, tous les procédés sont là, quoi. Donc on fait le lien. Mais le style, c'est jazz. C'est jazz, d'accord. Donc à bon entendeur, salut. Voilà. Et tout le monde est accepté à partir du moment où il y a un concours d'entrée, il y a quoi? On fait des auditions mais qui sont pas méchantes, c'est plutôt pour être sûr de bien orienter les élèves en fonction des niveaux. Et voilà, en fait c'est Lilian qui s'occupe de toute la partie pédagogique, donc je peux pas trop te dire où il en est des modalités de recrutement. C'est une école qui se porte bien, je crois qu'on a une petite centaine d'élèves en fonction des années, et comme nos locaux sont pas non plus hyper grands, je crois que s'il y a ça reste à cette échelle-là, quoi. Puis on n'a pas l'infrastructure d'un conservatoire, tu vois. Les profs font un peu la gestion des salles, vraiment
on est encore dans cet esprit-là, donc ça ne peut pas techniquement grandir beaucoup plus en fait. Oui. Voilà. D'accord. Et l'autre grande partie, c'est ta chaîne YouTube aussi. Ouais, c'est vrai. En tant que pédagogue, bien sûr, tu as toute une partie où tu joues, où tu enregistres, etc. On y viendra plus tard. Mais voilà, tu as aussi donc cette chaîne. Et alors, comment t'es venue cette idée de cette chaîne? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais passer sur Internet? Écoute, je suis pianiste si tu veux, mais c'est vrai que tout de suite je dis presque auteur avant de dire compositeur, ce qui est d'ailleurs en fait je suis plus compositeur qu'auteur, mais j'ai toujours écrit. Quand j'étais gamin, j'ai bossé le chant, c'est mon deuxième instrument, mais mon vrai deuxième instrument c'est le crayon en fait. J'ai toujours écrit des articles de blog au début de l'internet. J'écris des nouvelles, j'écris des romans, j'écris des ouvrages techniques. Aussi. Et voilà. Et donc en fait, si tu veux, j'ai ce truc un peu de la volubilité, de parler facilement, d'avoir envie de m'exprimer. Je lis beaucoup, j'emmagasine. Voilà, et j'ai ce truc par rapport à la pensée, et parfois j'aime bien pouvoir communiquer des informations. Alors j'essaie toujours de rester dans mon domaine d'expertise, même si parfois par capillarité on est un peu obligé d'excéder les frontières. Mais bien sûr. Pour t'expliquer, c'est qu'en fait j'ai toujours eu envie de partager des informations et d'échanger, d'avoir des blogs avec des forums. Ça c'est depuis quasiment les balbutiements de l'internet. J'ai eu un premier site qui marchotait, ce qui était en plus à destination bien souvent des élèves. J'ai refondu un site, et puis en fait pendant le Covid on avait du temps et je me suis dit j'avais envie de partager plein d'informations, de montrer des partitions, des exercices, enfin ce que je fais sur la chaîne. Oui. Et je me suis dit il faut que je recrée un espace, et j'ai compris, si tu veux, je l'avais compris depuis un moment, mais je me suis dit en fait là où ça se passe c'est la vidéo, c'est le support écrit et pas vraiment le médium le plus plébiscité, les gens lisent mais moins. Ce qui marche, c'est la vidéo, et si on veut pouvoir échanger, il faut qu'il y ait une accroche, les gens veulent voir, quitte à écouter après en podcast. Donc, je me suis dit, je m'y suis mis, on avait du temps en 2020 avec ça à faire, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, j'ai créé cette chaîne, et au début c'était très technique, et puis petit à petit, au fil des mois, des années, j'ai commencé un petit peu en me disant, moi j'ai toujours plein de trucs à dire sur la société, mais je dis peut-être 15% de ce que j'ai envie de dire, mais je prends soin de rester... tu veux pas trop déborder, parce que les gens viennent pour la musique aussi, mais parfois on est obligé, quand je parle d'IA ou quoi, on est obligé de déborder sur la politique, parce que c'est lié, hein, on n'y coupera pas. Et donc voilà l'envie, puis après j'ai fait une ou deux vidéos qui ont donné de la visibilité à la chaîne. Je sais pas si elle est populaire, je sais pas quels sont les critères. Je vois bien que je suis pas la plus petite chaîne, quoi, mais voilà. En tout cas dans le milieu musical, oui. Mais après dans internet peut-être pas, mais en tout cas dans le milieu musical, oui. Franchement, c'est vrai que j'ai rencontré moi des personnes qui me suivent samedi dernier, j'ai dit piano jazz concept, tout le monde ting. Ça les a réveillés, donc écoute, c'est une belle réussite. Ouais, c'est chouette. Voilà. Mais c'est surtout que je vais te dire là-dedans, la réussite, c'est que c'est un peu comment dire, il n'y a pas de stratégie derrière, quoi. Non, tu montres ton travail. C'est ça, c'est vraiment... à aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça décolle, qu'est-ce qui va... Quand j'ai fait la vidéo sur les James Bond, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis, parce que peut-être les gens ont un doute, mais vraiment, en toute sincérité, je me suis dit, je vais faire cette vidéo, ça va intéresser personne. Je pensais à mes élèves, je vais monter 2-3 trucs, et puis... Et jamais j'aurais imaginé... En fait, ce qui est intéressant à travers pour moi c'est succès entre guillemets, parce que je sais pas ce que ça veut dire le succès, mais l'intérêt, on va dire. Ce que je vois surtout, et ça par contre c'est peut-être plus intéressant, c'est que ça veut dire qu'il y a besoin... Moi les gens m'écrivent beaucoup en me disant « Ah, enfin quelqu'un qui met des mots sur ce que je ressens, enfin... vous m'aidez à identifier... Et en fait, moi... À la base, je pointe l'évidence. Quand je montre une progression, je dis voilà, ça me semble faible, j'explique pourquoi avec des éléments concrets. Moi, en tant que pédagogue, en tant que musicien qui joue depuis, tu vois, vraiment, je monte la lune, quoi, si tu veux. Et en fait, je me rends compte que c'est pas évident et que les gens ont besoin de cette démarche pédagogique et ça les aide à identifier peut-être un malaise. Alors parfois, c'est un malaise musical, mais souvent le malaise musical il est contigu avec un malaise de société, quoi. Donc je me suis dit moi je suis pas du genre, je suis pas maso, hein, je vais pas les prêcher dans le désert. Si j'avais fait des vidéos et puis que ça marchait pas du tout, d'ailleurs au début ça marchait pas beaucoup et j'en ai fait très peu. J'ai fait une vidéo sur les appoggiatures en sachant que c'était archi technique. J'ai fait quelques centaines de vues, mais j'étais content. Je le faisais pas, tu vois. J'ai fait
quelques vidéos techniques, je montrais, je me suis filmé en train de monter des arrangements qui moi me plaisaient beaucoup, j'étais content et ça faisait aucune vue. Et bon, je me suis dit, c'est comme ça, et en fait j'étais pas ni frustré ni en colère, ni moi je me suis dit, ça n'intéresse personne, ou ça intéresse très peu de gens, alors je me dis, je vais le faire, je vais continuer de faire ça, mais à proportion de l'intérêt. Oui. Puisque ça intéresse 100, 200 personnes, de temps en temps, une fois tous les 2 mois, je posterai un petit arrangement et puis je continuerai ma vie. Dès l'instant que j'ai commencé à faire ce qui me plaît, c'est-à-dire parler de musique, l'analyser, être moi-même et de voir qu'il y a un écho, je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre tiens, le train est là, je monte dedans. Oui, Surtout que j'ai pas besoin de me forcer, je joue pas à un jeu et je suis pas en train de me dire, mince, j'ai fait une vidéo pour faire plaisir. Tu sais, comme ces chanteurs à qui on a mis un tube quand ils avaient 18-20 ans, on leur a fait chanter un tube qu'ils n'assument pas et les mecs sont prisonniers toute leur vie, toute leur carrière avec une musique, ils ne peuvent pas se défaire de ça. Les gens refusent de défaire l'association primordiale. Ils ont identifié un producteur, a dit non, toi tu vas chanter ça, il dit ça me plaît pas, fais-moi confiance. Le mec chante ça, le succès vient avec ça, terminé. Les gens refusent c'est très très dur. Très très dur. Oui. Mais finalement, est-ce que ta facilité à faire ça n'est pas due au fait que tout simplement tu fais ça depuis longtemps et que c'est pas filmé en fait, pédagogiquement? Oui, exactement, c'est ce que je dis. Les gens qui me disent mais vous parlez facilement, vous maniez les concepts, l'harmonie. Je dis mais je n'ai aucun mérite, ça fait 20 ans. Pédagogique depuis 20 voilà, ans. exactement. Donc, ça fait 20 ans que je fais des cours magistraux, exactement. Juste ouvert. Et encore, dans mes classes depuis 20 ans, et je sais pas combien d'heures, de centaines, peut-être de centaines, je ne vais pas dire milliers, ça fait quoi que en 20 ans, tous mes cours sont enregistrés. Il y a toujours un magnéto qui traîne, les élèves filment. Mais oui. Donc, alors je ne fais pas, je parle pas en fonction de ça, je me censure pas. Mais bon, quand tu as 25 musiciens, beaucoup de professionnels qui viennent se former, se perfectionner, je peux pas dire n'importe quoi. Donc ça veut dire que je suis obligé d'être dans une exigence de transmission, d'exactitude, de précision, aussi de savoir, mais est-ce que la matière est bien passée. Dans mes cours, très souvent, je dis, est-ce que vous avez bien compris, qu'est-ce qui est pas... Je suis pas sûr, donc je re-questionne aussi ma façon de transmettre les choses. Et ça fait des années. Donc quand j'en parle et quand je parle face caméra en disant ça c'est difficile, c'est parce qu'en fait j'ai déjà eu 50 élèves, 100 élèves qui m'ont dit j'ai pas compris. Je vois très bien ce que tu veux dire, parce que c'est exactement ce que je ressens. Voilà. Quand je tourne une vidéo, je sais très bien quelles vont être les objections. Oui. Tu as la petite voix de l'élève déjà. Voilà, donc forcément c'est un petit peu ça. C'est le gros avantage d'avoir connu ça avant Internet en fait. Et de pouvoir maintenant passer sur Internet. Je ne sais pas ce qui va en être des personnes qui se lancent tout de suite sans être passées par toutes ces années en confrontation vraiment sur le terrain avec des élèves. C'est vrai que c'est pas pareil. Donc tu as sorti une méthode d'analyse. Oui. Alors tu parles de la méthode d'harmonie. En harmonie, oui. Voilà. Donc d'abord en livre. Ouais. Donc en harmonie volume 1 et 2, donc avec ton collègue. Donc, Lilian Déric, voilà. qui est le directeur pédagogique de l'école. Voilà. Et donc, qui est prof de piano aussi et prof d'harmonie. Voilà, c'est ça. Donc pour tout te dire, je suis en train de l'étudier moi-même, parce que le jazz, c'est pas du tout ma compétence première. Donc je me suis dit j'allais la pratiquer. J'aurai quelques questions tout à l'heure, mais on verra. Et donc, comment ça t'est venu, ça, de vouloir justement transmettre aussi par ta pédagogie, mais sur une méthode Alors, l'envie d'écrire, c'est vrai que c'était naturel d'aller vers le support écrit, vu que c'est un peu la continuité. J'ai plein de projets pédagogiques en cours. Maintenant, pour cette méthode-là, très particulièrement, je me demande si c'est pas Lilian qui est à la base, qui a donné la première impulsion, ou tous les deux, ou moi, je ne sais plus. On fera une vidéo pour les 10 ans et c'est une question que je reposerai, parce qu'on nous a demandé qui est à la base. Je crois bien que c'est lui. Mais sachant qu'on enseignait, en fait, on a été tous les deux élèves de Bernard, et Bernard a quasiment pondu un système harmonique d'analyse modale qui est d'une richesse et assez complexe, mais qui est d'une cohérence assez redoutable. Et il faut vraiment rentrer dans le détail, dans le maniement des concepts et dans l'enseignement de ces concepts pour voir à quel point ils sont beaux et ils sont utiles. Donc, tu veux dire le système de chiffrage ou non, chiffrage des modes. C'est-à-dire que là, tu lis le tome 2 ? Oui, non, pour l'instant c'est que le tome 1. Le tome 1, c'est vraiment le rappel, les cadences modales. Les bases, le tome 2, là, on rentre vraiment dans le dur, si tu veux, avec les 5 systèmes modaux, les appoggiatures, les pédales, voilà. Et donc, en fait,
on a toujours tanné Bernard. Nous, quand je dis on, c'est les profs, j'appelle ça sa garde rapprochée quand il était... avant qu'il tombe malade, on lui a dit mais Bernard, il faut absolument que tu écrives tout ça parce que ce que tu enseignes, ce sont des trésors. Il jouait des choses magnifiques et il s'est toujours refusé à écrire une méthode. On ne me demande pas pourquoi. Et ça, c'est pourquoi est-ce qu'il... Comme ces disques, il y a des disques qui existent, il a refusé qu'ils soient édités. Ça, c'est un truc psychologique. Oui. Le cas Bernard, c'était bon. Mais en tout cas, il avait ça. Et Lilian lui avait dit mais Bernard, si tu veux, tu me dictes. Parce qu'en plus, on avait tous suivi ses cours d'harmonie, on savait, on connaissait sa matière, on avait commencé à l'enseigner. Et Lilian avait dit, si tu veux, tu nous dictes ce que tu as envie qu'on couche sur le papier, et puis on s'en occupera. Ah oui, il avait dit, bon, peut-être, pourquoi pas. Et puis il est mort. Ah. Et il est mort. Il est tombé malade, et puis il a disparu quelques années après. Et là, en fait, on a pris la suite à l'école. Parce qu'il fallait prendre la suite. Moi, j'étais prêt musicalement, mais j'étais pas prêt psychologiquement. Tu te prends pas la suite de ton mentor comme ça, c'était très dur. D'ailleurs, j'ai eu une période pendant quelques années, j'ai arrêté. J'ai dit, faut que je prenne du temps, du recul pour dégrossir ma matière. Faut que je prenne un peu de poids, un peu d'âge aussi. J'étais minot, c'était difficile, quoi. Pas la matière, elle m'était intuitive, et j'avais déjà enregistré un disque, mais c'était plutôt la transmission et puis peut-être le crédit aussi, un truc, il faut respecter un peu la personne qui va t'enseigner tous ces concepts. Et puis quand je suis revenu, donc on enseignait tous les deux dans nos domaines respectifs, et puis on a décidé, on s'est dit mais c'est quand même dommage que ça n'existe pas, et donc on a enseigné au jeu. On a commencé à écrire et ça nous a pris 6 ans. Ah oui. 6 ans d'écriture. Enfin 6 ans jusqu'au moment de la parution, c'est-à-dire peut-être 2 ans, peut-être 3 ans d'écriture et bien 2-3 ans de travail avec l'éditeur, parce que Trouvaison, c'est une toute petite boîte, d'aller-retour, de correction, et il restait encore des erreurs quand la toute première version est sortie, mais bon, c'était un boulot de titan et ça ne serait pas sorti autrement, quoi. C'est-à-dire qu'aucun autre éditeur aurait accepté. Donc voilà l'histoire de la méthode. C'est vraiment l'envie d'ailleurs, la méthode lui est dédiée, on parle de lui en préface, on fait une petite biographie de Bernard à la fin. C'était l'envie d'être qu'il y ait un bouquin qui soit le réceptacle un petit peu de sa pensée. Et j'ai l'immodestie, mais c'est une réalité, de dire qu'on a quand même apporté notre patte, au sens où, comme on l'enseignait, on a été obligé de s'approprier les outils. Et ça, j'ai même pas essayé, mais je me suis rendu compte. Moi, ayant été élève de Bernard, je me rappelle que et Lilian était un peu dans le même cas que moi, où je pense que j'avais les outils, heureusement, les outils intellectuels, une bonne feuille, tout ça, pour comprendre ce qu'il disait. Mais quand je voyais, et Lilian me disait, mais 99, 90, j'exagère peut-être, mais peut-être pas beaucoup, les gens ne comprenaient rien. Il y a beaucoup de gens il y avait quelques élèves qui grattaient, qui sont d'ailleurs tous devenus profs, ou il y en a quelques-uns qui ont repris son système, mais beaucoup comprenaient, je ne sais pas, 50%, et je suis peut-être déjà large. Il surplombait tout ça, en fait. Voilà. Je crois qu'il avait déjà fait un effort pour ramener sa matière, mais il était dans des hautes sphères, quoi. Et donc, quand j'ai repris derrière lui, tout de suite, mais en 20 minutes de cours d'enseignement, moi, où j'ai commencé un petit peu je me dis, bon, j'enseignais déjà, mais pas ça. J'ai commencé à reprendre ces mots, à reprendre un petit peu et là, j'ai vu, moi, en tant que prof, de l'autre côté, je voyais les gens qui me regardaient, mais les lapins dans les phares. Je ne comprenais pas ce que je dis, mais non, et je me suis dit, c'est pas possible. Donc là, donc on a décidé de rajouter une année pour délayer la matière. J'ai rajouté des exemples, je suis allé beaucoup plus lentement. Alors, c'est basé sur sa méthode, mais on l'a... pas simplifié, on l'a rendu peut-être accessible. Voilà, c'est ça. Le talent de la pédagogie. Ah, c'est ça, c'est l'envie de transmettre sa matière et de rendre les concepts intelligibles. Et de vraiment descendre au niveau, enfin le niveau ça pourrait être péjoratif, mais vraiment descendre vers aller vers la personne qui essaie d'apprendre pour vraiment... Voilà, qu'est-ce que tu ne comprends pas, voilà. Vraiment se mettre en résonance avec cette personne et qu'est-ce qu'elle capte pas. Et ça, c'est une chose que j'ai bien vue chez toi. Tout de suite, je dis, lui, il parle pédagogie, quoi. Il est sur cette langue-là. Mais tu sais, la pédagogie, c'est une forme très subtile et méconnue de virtuosité chez le musicien. C'est la virtuosité pédagogique. Oui, c'est sûr. C'est une forme de maîtrise de son art. Il y a jouer vite, il y a faire plein de choses compliquées, et avoir travaillé ça, avoir développé cette empathie, c'est l'art de transmettre sa matière, c'est une forme méconnue de virtuosité, je pense. Oui. Pour faire un bon mot. C'est pas du mécanisme, mais il y a quelque chose de l'ordre du rapport à l'art. De l'écoute aussi. De l'écoute, c'est de...
Oui, et de l'empathie, tu as raison, parce que ressentir Bien sûr. ce que l'autre en face, et Voilà, pas continuer à parler, alors qu'en fait, en face, ça passe plus du tout. Et même avoir soi-même été en but à certaines difficultés. Oui. C'est la raison pour laquelle les profs qui sont les plus véloces, les plus virtuoses, qui n'ont eu aucun obstacle, sont très mauvais, de très mauvais enseignants, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les blocages, ils ne les ont pas vécus. Un prof qui te dit comment tu fais, tu fais, tu joues, mais pourquoi? Il montre. Voilà, il montre. Mais il faut avoir soi-même buté sur des concepts, avoir vécu des échecs pour se mettre à la place d'autres et dire je comprends, j'ai été dans ce rôle-là. Et à ce jeu-là, d'ailleurs, le pire, ce sont les gens, par exemple, et je trouve ça, c'est de la psychologie, j'en parle dans mon essai, c'est par exemple les profs qui ont été victimes enfin les élèves qui ont été dans des pédagogies où ils ont été un peu martyrisés et qui reproduisent ça. Alors ça, c'est quand même, ça, c'est quand même le comble. Oui, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris aussi. Tout à fait, oui. C'est un détail. Alors, tu as évoqué justement un essai, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais j'ai cru comprendre, en allant voir ton site où tu l'évoques de temps en temps, que tu as écrit ou que tu vas sortir là un livre sur la pédagogie. Oui, alors c'est l'élève et le maître, et c'est un essai. C'est un essai sur l'épanouissement artistique. Donc, et là, on est en plein, ce sont les phases là, les dernières opérations, on décoquille, on relit, on peaufine, on fignole la couverture. La 4e est faite, enfin voilà, donc ça va sortir en février aux éditions H&O, et c'est un texte qui me tient beaucoup à cœur, où je parle du métier, de la critique, de l'enseignement, mais aussi il y a une postface sur l'intelligence artificielle, sur le style, sur le travail, sur la méthode, sur la tournée, la vie du musicien, voilà, il y a plein de chapitres comme ça, qui ne sont pas vraiment des sujets dont on parle habituellement. D'accord, voilà. Donc c'est plus large que la pédagogie. Oui, c'est la vie du musicien aussi, c'est aussi les critiques, c'est aussi trouver son style, c'est aussi l'échec, le trac. L'échec, le trac. Donc c'est des conférences, j'ai cru comprendre aussi sur ces sujets-là. Alors, par rapport au livre, tu veux dire le trac, etc. Ou l'élève, je sais plus, j'ai vu que tu as fait des conférences. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, on me demande de temps en temps régulièrement. Là, la dernière que j'ai faite cet été, c'était sur l'improvisation. L'improvisation, d'accord. Voilà, des gens qui démystifiaient un peu l'improvisation. Et voilà, donc ça, c'est l'actualité, littéraire, cet essai qui va sortir en février. Et voilà, j'espère, j'en parlerai beaucoup sur la chaîne. Et c'est vraiment, je suis beaucoup plus en confiance. Enfin, c'est normal ce que je vais dire, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que quand j'ai sorti mes romans, j'étais content. J'avais été choisi par une maison d'édition qui était assez prestigieuse. Donc j'avais quand même assez confiance et je me disais, bon, si on m'a choisi, les gens qui m'avaient lu me disaient, non, c'est vraiment super, c'est intéressant, mais je ne suis pas idiot. J'ai cette intelligence de savoir que je n'étais certainement pas le nouveau génie littéraire, je n'avais pas gagné le concours, et derrière moi, il y avait cette espèce de poids, j'ai un tel amour pour la littérature. Bon, donc c'est des complexes, j'en parle aussi dans l'essai, tu vois, les complexes, quand tu es créateur, tu sais que tu vas être critiqué, bon, donc c'est pas que je me sentais illégitime, mais c'était moins évident, puis c'était il y a 10 ans. Alors que là, ce que je dis là dans le livre, non seulement je me sens légitime, mais j'ai la prétention, donc, tu vois, l'ego, j'ai l'immodestie de me dire, c'est un livre important. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je répète à mes élèves depuis des 15 ans, 20 ans, des gens qui viennent me demander des conseils. Et je sais que j'ai eu des discussions avec des gens à qui pas dire que j'ai changé leur vie, mais en tout cas des jeunes à qui j'ai ouvert. Comme moi, on a fait avec moi quand j'étais minot, je posais des questions à des gens qui étaient expérimentés, qui me disaient, mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, ou regarde. Et tout d'un coup, il y a un monde qui s'ouvre. Et je me dis, voilà, moi, je sais que j'ai compris des choses parce que j'ai été exposé à des tas de styles, à des tas de personnalités, des tas d'expériences dans ma vie, si tu veux, même si je suis encore jeune, mais et je me dis ça, là, je peux donner des clés, par exemple pour le trac, des trucs très concrets sur des gens, c'est dommage, qui sont paralysés par le trac, ou sur des gens qui disent j'ai tellement peur de la critique, je vais me faire allumer. Je dis, il faut avoir une réflexion là-dessus. Faut l'anticiper. Il y a des jeunes musiciens, ils ont 20 ans, ils se jettent sur des productions discographiques, ils ont raison, mais ils n'ont pas anticipé qu'ils risquaient de se faire laminer. Et c'est des mômes que je récupère qui me disent mais j'ai eu une critique, Étienne, mais je me suis fait assassiner. Donc là, il y a tout un travail de psychologie, expliquer, rattraper. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est tout ce qui gravite autour de l'épanouissement de l'artiste. Et dedans, je parle aussi de l'élève, et le dernier chapitre, c'est le maître. Donc c'est une réflexion sur la pédagogie. D'accord. Le style de l'enseignement.
Mais alors du coup, de ce que je comprends, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu lui as donné ce titre-là, puisque finalement c'est que le dernier chapitre qui est... Parce que, si tu veux, alors c'était le jeu de mots, ça aurait pu être le maître et l'élève, puisque l'élève est le maître, mais c'était dans l'idée qu'il y avait une progression où finalement tu commences élève, oui. Voilà, donc tu as ton cheminement. Il y a beaucoup d'élèves, quand ils font carrière, qui se professionnalisent, c'est rare qu'à un moment ils n'enseignent pas. Si tu veux, il y a énormément de musiciens qui vont enseigner ou qui ont au minimum fait une masterclass, donc à un moment, l'élève devient maître, si tu veux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as bouclé cette compréhension du cycle, que tu as réfléchi à la façon dont tout ça est aboutiqué, en réalité, l'élève est son propre maître. Et l'élève devient son propre maître. Et donc c'est ce que j'explique dans l'essai, qu'en réalité, il y a à travers l'acte pédagogique, c'est impensif de dire qu'en réalité, quand tu enseignes, on dit le prof gagne autant que l'élève. Tu connais cette phrase, tu vois, et c'est vrai que quand tu enseignes, voilà, tu es obligé de mettre tes concepts au clair pour les enseigner. En fait, tu fais des progrès. Et on dit que le prof gagne autant que l'élève. En réalité, je pense maintenant que le prof gagne plus que l'élève. Moi, j'en suis arrivé là. Complètement d'accord. Voilà. Oui, le prof gagne plus que l'élève. Donc c'est vraiment c'est asymétrique, quoi. Tu vois. Oui, mais comment faire justement pour... c'est comme ça dans l'absolu, mais... mais c'est comme ça que ça doit être. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui. Moi-même, c'est-à-dire que quand j'allais prendre des cours avec des profs qui m'ont apporté énormément, j'avais pas conscience que eux m'apportaient, mais que eux-mêmes, en m'enseignant, ils avaient certainement progressé, compris des choses. C'est ça, oui. C'est ça. C'est un bénéfice mutuel, quoi. Oui, parce que peut-être à travers tes questions, ou peut-être à travers tes difficultés, du coup, ça les questionnait. Bien sûr. Bien sûr. En fait, alors après, je pense que c'est le bon prof, celui dont on parlait, qui a de l'empathie, c'est lui qui progresse. Oui. Celui qui n'a pas d'empathie, qui s'en fout, qui enseignera sa matière, il a décidé que c'était comme ça, il fera du Hanon et les drops pour le jazz, il l'a fait il y a 30 ans, il le fera 30 ans après, il ne changera rien. Bon, ce mec-là, il ne progressera pas. Oui. Et là, pour le coup, les élèves progresseront plus que le prof. Oui. C'est vrai que ça dépend, c'est une vraie démarche pédagogique. Voilà. Enfin, là, je pense qu'il n'y a même pas de questionnement, voilà, quand on en est là. Alors juste, oui, donc sachez qu'il y a le Clan suspendu, la sonate de l'anarchiste et Skate City, voilà, qui sont des romans tous les trois ou ça voilà, des romans tous les trois, voilà. Donc, c'est de la fiction. C'est de la fiction, donc je vous encourage à aller voir ça. Et puis sinon, donc il y a En harmonie, volume 1 et 2, donc qui est une méthode. Donc j'ai cru comprendre que souvent dans ton contenu, ça tenait vraiment à cœur d'expliquer la musique et d'expliquer des concepts musicaux. Et souvent, moi, ce que j'entends, des personnes qui me suivent ou des personnes auxquelles j'enseigne, me disent « mais moi, je ne veux pas comprendre, je ne cherche pas à comprendre, parce que sinon, ils auraient l'impression de perdre quelque chose. Ou alors, carrément, que ça leur rapporterait rien. Pas plus tard que samedi dernier, quelqu'un qui me dit « mais vaut pas l'intérêt, franchement, moi, ça me va très bien comme ça. » Bon. Donc toi, comment tu vois et comment tu as vu dans ton enseignement, qu'est-ce que ça peut apporter justement de comprendre la musique de l'intérieur, c'est-à-dire d'analyser, de comprendre les harmonies, les tonalités, comprendre comment ça s'est fait, etc. La personne qui dit ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt, c'est un musicien ou pas? Oui, un musicien mais pas professionnel. Hein, d'accord. Parce que de prime abord, quelqu'un qui me dit moi j'ai pas envie de savoir comment c'est fait, je veux juste prendre du plaisir. Ça c'est un truc, par exemple, moi en cuisine, si je vais dans un restaurant étoilé, j'ai pas envie de savoir comment le chef j'ai pas envie de savoir comment il a monté sa mayonnaise ou son fond de sauce. Je veux juste passer un bon moment. Peut-être que je vais être un peu curieux, si je peux lui poser. Mais voilà, j'ai envie de profiter. Et là pour le coup, mais parce que c'est loin de moi. De la même façon, mais bon, comme je me suis intéressé à l'écriture, je me suis intéressé à la façon d'écrire les scénarios, si tu veux. Bon, mais c'est pareil, à un moment, j'ai pas envie toujours j'aime bien garder la magie au sens où j'ai pas envie d'avoir tout ce qui se passe dans l'envers du décor, si tu veux, par exemple pour le cinéma. Bon, mais là, je prends volontairement des exemples qui sont loin de moi. Maintenant, pour un musicien qui s'intéresse à la musique, ou pour un botaniste qui s'intéresse aux plantes, si tu veux, c'est un peu
cette phrase, si tu veux, de dire le fait de connaître le nom latin d'une fleur ne t'empêche pas d'en apprécier sa beauté. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que il est évident que la connaissance ne nuit pas au plaisir. Ça, on peut avoir peur de la connaissance, mais de dire que d'office ça va gâcher le plaisir ou ça va faire du tort, non, ça c'est faux. Tu te balades, tu vois un beau paysage, même si tu connais le nom des arbres, tu dis, oh tiens, tu peux analyser si tu veux, ou tu peux détailler toutes les nuances de vert. Je suis daltonien, mais pourquoi un peintre, mais à un moment, ça ne t'empêche pas que tu coupes tout ça, et puis tu vas simplement apprécier la beauté du paysage. On est capable, voilà, la connaissance ne nuit pas au plaisir. Maintenant, après, ça c'est juste après le premier degré. Maintenant, si on accepte de rentrer dans l'étude et la compréhension, moi je pense au contraire que ça nourrit le plaisir. Alors, je pense qu'il y a des gens peut-être qui ont une tournure d'esprit, qui veulent peut-être plus comprendre. Moi je pense que non seulement c'est que ça ne fait pas de tort à l'appréciation d'une œuvre, mais je crois au contraire que ça permet de l'aimer et de la comprendre encore plus, parce que tout de suite après, voilà, on l'entend mieux, tout de suite après on peut revenir à ce truc. Moi je pense que les gens ont plutôt peur. Maintenant, après, ça c'est la deuxième étape, et après la troisième étape, je pense la troisième couche, si on descend, je crois même que si on est interprète, par exemple, comment est-ce qu'on peut jouer? Maintenant, les classiques font plus trop ça, enfin je pense, hein, tu sais ça mieux que moi. Comment est-ce qu'on peut jouer Chopin si on ne comprend pas un minimum l'harmonie? Alors, je ne prends pas l'exemple du jazz, parce que le jazz c'est impossible. Tu ne peux pas improviser, tu ne peux pas construire tes arrangements si tu ne maîtrises pas un minimum la théorie. C'est-à-dire que le jazz, comme le baroque, nécessite de développer ses connaissances harmoniques en même temps que ses compétences mécaniques. Ce qui est un truc très particulier, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement d'apprendre à lire la musique, puis après tu joues. Non. Pour faire du jazz, au sens où on te donne une grille, il faut construire ses accords, il faut tout de suite, en même temps que tu apprends le piano, tu dois apprendre la théorie et comprendre comment sont construits les accords et être capable toi-même de produire dès le début in extenso ta musique. Alors, ça fait peur, mais si on te l'apprend, c'est comme quand tu apprends à parler, tu apprends le solfège, et après tout de suite tu commences à mettre tes mots, à construire tes phrases. Parfois tu fais des fautes, on te corrige, et puis après tu peux te spécialiser en littérature, mais à la base on a tous fait ça. Donc quand tu fais ça, ne pas analyser, ne pas comprendre les concepts, tu peux, alors déjà d'un point de vue de la mémoire, moi je comprends pas, apprendre sans comprendre, pour moi c'est impossible, c'est un ennui. Oui, mais c'est les mêmes qui vont te dire, mais je suis incapable de jouer en public. Ah d'accord. Ok. Comme par hasard, ou qui ont énormément de trac justement. J'en parle, bien sûr, c'est une œuvre qui a été mal comprise, mal apprise, c'est une œuvre qui fait peur, c'est sûr, bien sûr. Voilà. Et voilà, donc voilà mon avis sur le sujet. Après, je sais que moi ce sont les élèves qui me l'ont dit, j'ai des élèves matheux qui m'ont dit, mais en fait, t'aurais pu être mathématicien au sens où j'ai une tournure d'esprit où j'aime faire des catégories, des boîtes, des concepts, j'ai fait des cartes mentales, j'aime bien... T'aimes bien classer les choses. Voilà, j'aime bien classer les choses, fonctionner par induction, trouver des similitudes, organiser le savoir, je l'ai fait pour moi. Et ça, c'est vraiment une tournure d'esprit. C'est-à-dire que quand je parlais de Bernard, ou même quand je relevais Bill Evans ou Claire Fischer, je me suis retrouvé à un moment, j'ai des cahiers là remplis de solos, de relevés, des trucs ou de musique que j'avais transcrites, ou même de relevés, puis j'ai dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et à un moment je me retrouvais face à un standard, je me dis, mais bon sang, mais j'ai tellement de comment je vais faire, et je me suis dit, il faut organiser. Il faut organiser, sinon je ne vais jamais pouvoir me rappeler de tout, je ne vais jamais pouvoir solliciter ce savoir et m'en servir au moment où j'ai besoin, donc je me suis dit, il faut que je crée une méthode. Donc j'ai créé des catégories, je me suis dit je vais penser en termes de fonction d'accord, c'est ce qui m'a semblé le plus simple. Alors, je vais faire sous-dominante, dominante, tonique. Et puis je me dis avec chaque catégorie, je vais créer des techniques d'harmonisation, enfin pas moi à créer, mais je vais regrouper, je vais créer des concepts de techniques d'harmonisation, et puis je vais faire avec ça, et au fil des années en fait j'ai fait des exercices et j'ai fait plein d'arrangements qui permettaient de rendre compte de cette méthode. Voilà un peu comment et ça fait, alors après un prof, un enseignant ou un musicien, une musicienne, une méthode. Donc moi j'ai la mienne, et je vois que pour beaucoup d'élèves ça fonctionne. Voilà. Donc voilà mon avis sur l'analyse et sur le... C'est-à-dire que c'est même pas que je vais le critiquer, c'est que pour moi c'est au cœur de ma pratique, c'est au cœur de mon épanouissement. C'est même pas une posture que j'ai dû adopter en disant « Ah là, bon sang, faut que j'enseigne, qu'est-ce que je vais leur faire faire ?» Non, c'est d'abord, il a fallu que moi je me crée mes propres exercices, que je trouve une façon de restituer tout ce langage. C'est un peu comme si...
t'as 3 smirmors qui arrivent avec des livres en vrac, t'as des trésors, t'as des trucs un peu moins intéressants, t'as des éditions reliées, des incunables, et puis à un moment, tout est béné, on te met tout dans ton salon, et t'as les déménageurs qui disent bon bah au revoir, merci. Et là tu te retrouves, tu te dis mais comment, c'est pas possible, et tu veux pouvoir avoir accès à ces ouvrages, bah, il faut les classer. Oui, il faut trier. Il faut trier. On te dit, bon, mais il y a telle catégorie, donc il faut réfléchir au classement le plus intéressant, où est-ce que tu vas les mettre, comment est-ce que tu vas aller accéder aux informations, c'est tout ça en fait que j'ai... Donc l'analyse en fait partie, et l'analyse pour moi c'est le cœur de l'harmonie, quoi. C'est... je vois pas comment tu peux... Enfin je vois pas, si, tu peux te passer d'harmonie, il y a des gens que ça n'intéresse pas. En tout cas ce qui est sûr, c'est que je ne me paye pas de mots, et quand les gens m'entendent parfois sur la chaîne... je pense à voix haute parfois, je suis en train de faire des analyses et puis je dis bah voilà Lydien, je marmonne des modes. Et en fait les gens me disent, alors j'essaye de pas aller trop vite, et les gens me disent parfois oui mais ça va trop vite ou ça nous intéresse pas, pourquoi tant de technicité, et en fait je dis c'est plus intéressant de comprendre qu'en fait c'est comme si tu sais en anglais on dit pick someone's brain, tu sais quand tu regardes un peu comment le cerveau de la personne fonctionne. Et en fait cette espèce d'analyse presque systématique me permet d'avoir un rapport à la musique qui est complètement différent. C'est-à-dire que je refuse de jouer un truc que je ne comprends pas. Oui, enfin, je n'aime pas, et je veux pouvoir. Et que ce soit, alors parfois je l'analyse mal, parce que je vais l'analyser avec mes outils, mais que ce soit du Bach, que ce soit un prélude, soit n'importe quoi, je suis en train de jouer ça, je me dis, ok, je vais utiliser des outils d'analyse que je veux pouvoir donner aux élèves. Oui, c'est ça, dès le démarrage, oui. Tout de suite. Donc justement, tu vas voir un petit peu dans le classique aussi. Est-ce que tu pratiques toi-même du classique Oui, bien sûr. Voilà. Je le joue pas parce que j'ai trop de respect pour le classique pour le jouer, mais j'en travaille. Je travaille un peu les études de Chopin, les exercices de Brahms, Bach, et c'est un petit peu. Mais ça, j'ai envie de c'est plus pour l'hygiène, tu vois, c'est plus pour moi. J'ai mes exercices aussi d'harmonie qui sont un peu à mi-chemin entre le travail, tu vois, intellectuel et le travail mécanique, quoi. Je me suis fait ma petite tambouille. Et puis surtout, c'est plutôt, je vais chercher des textes et je vais les analyser. Voilà, c'est plutôt ça je vais regarder, là, j'ai découvert, c'était chez César Franck, par exemple, là, j'ai retrouvé je l'avais ici, le bouquin, je ne sais plus où il est, où il parle du plus 2. Alors le plus 2 en classique, c'est ce qu'on pourrait considérer nous comme le 5e renversement, c'est-à-dire c'est la dominante, mais renversée sur la 9e mineure, tu vois, ça s'appelle le plus 2. Et je me dis, tiens, parce que nous on a ça en jazz, Bernard le faisait beaucoup, moi c'est mon fond de commerce, tous les renversements, et je me dis, bon, le plus 4, voilà, il y a ça en classique, et je me disais, mais la 9e mineure, et en fait il y a des occurrences. Et il y en a des fameuses, par exemple, chez César Franck. Donc c'est ce genre de truc, je vais chercher des textes, je me dis, tiens, ça me donne des exemples pour mes classes d'harmonie. Tu vois. Oui, donc tu pratiques l'instrument, mais tu as toujours quand même dans l'optique de t'enrichir pour ta pédagogie aussi, et, toujours. Ou pour ton jeu, même pour bien sûr. Même ton... Bon, après, quand je travaille Chopin, c'est plus par amour de l'instrument et de la... vraiment par... j'aime ça, quoi. C'est un peu... Je joue très mal, hein, mais c'est pour moi, je joue à petite vitesse, je me fais plaisir. Et puis... ouais, il y a le côté un peu réminiscence du conservatoire, ce plaisir de l'instrument. Oui, voilà, retour aux sources. Retour aux sources. Et puis, sinon... Mais en fait, c'est toujours pareil, quoi. Je joue une étude ou quoi, je peux pas... Enfin, bon, c'est pas... harmoniquement, il n'y a pas... Quoique, il y a des subtilités. Hein, dans certaines études, il y a des choses très intéressantes. Donc voilà. Donc justement, ça m'amène aussi à ça, c'est que souvent, moi, j'ai entendu, quand j'étais jeune, plein de choses du type... Alors déjà, on ne peut pas faire du jazz et du classique en même temps, ça abîme les doigts, enfin bon, j'ai tout entendu, etc. Autre chose. Ça abîme les doigts, je l'avais jamais entendu celle-là. Ah si, j'étais au conservatoire, je dirais pas où parce que je veux pas, voilà. Mais voilà, en tout cas, ça abîme le jeu, voilà, ça abîme le jeu, on perd en subtilité. Je trouve que Chopin, la première étude, je trouve que ça abîme plus les mains que le jazz. Hein. Si tu vas aller par là, tu vois, tu peux plus te blesser avec la première, toutes les extensions, hein, c'est... Alors voilà, disons que c'était mes professeurs de piano, voilà, non, fais pas du jazz, surtout fais pas du jazz. Donc moi c'est devenu quelque chose un peu, faut pas toucher,
toucher un bon accord. Et alors par contre, à côté de ça, les amateurs ou les personnes qui sont juste là pour le plaisir, etc. Ah oui, moi j'aimerais trop faire du jazz parce que c'est la liberté, parce qu'on peut improviser, etc. Sauf que quand ils s'y mettent, la déconvenue. Oui, bien sûr. Parce que là, ils ne se rendent pas compte dans quoi ils rentrent, dans la complexité harmonique, c'est-à-dire que quelque part, le jazz, tu m'arrêtes parce que je ne suis pas forcément... voilà, mais j'ai l'impression que par rapport à tout ce qui est le tissu harmonique, ça s'est considérablement enrichi avec toutes ces extensions, etc. Donc là, on croit qu'on part en pleine liberté et en fait, on se retrouve face à des grilles, des trucs, tout ça. Donc tu l'as évoqué tout à l'heure, bien sûr, que en fait, avant même de commencer à être libre, eh bien, il faut commencer à justement à voir toute cette richesse, à l'expérimenter, etc. Et cette richesse, alors je l'ai vu là justement dans ta méthode, etc., c'est hyper intéressant. C'est vrai que par contre, moi j'ai vraiment envie d'aller écouter tout de suite à l'instrument, tu vois. Et ça, c'est une autre chose que j'avais entendue en cours d'harmonie, moi quand j'avais fait de l'harmonie au conservatoire. Harmonie classique ou jazz? Harmonie classique. On m'avait dit, pas touche au piano. Tu le fais que face au clavier, face au papier. Voilà. Ça, c'est fini. Donc ça, merci de confirmer que c'est fini et que c'est de la connerie. Merci bien. Parce que moi, depuis que je suis tranquille et que je fais tout comme je veux, puisque j'ai décidé de sortir de ce monde et que je fais comme j'ai envie, j'expérimente au piano tout ce que j'apprends et ça passe 10 fois mieux. Mais bien. Et je fais la même chose avec mes élèves, etc. Et donc, c'est ça qui m'intéresse dans ta chaîne, c'est qu'il y a des exercices justement qui sont donnés, le fameux Kama Sutra, Kama Sutra du jazz. Donc allez-y, vous allez voir que vous allez pouvoir expérimenter tous les accords de septième, etc. Et prendre un maximum de plaisir. Prendre un maximum de plaisir sur le clavier, à entendre des différences. Voilà, septième majeur, ça ne sonne pas comme septième mineur, qui ne sonne pas comme avec une quinte diminuée, mais la septième mineure, et ainsi de suite, etc. Et voilà, donc ça c'est une chose que je voulais dégommer là dans cette interview, c'est que le mythe de on doit écrire sans jouer, etc. Alors, peut-être qu'au bout du compte... Voilà. C'est possible. Une fois que tu as entendu, compris et intégré toutes tes sonorités, tes accords, et en plus éventuellement une bonne feuille, là tu peux après à la table, ça c'est un truc que je pourrais faire de temps en temps, mais pas quand tu apprends, parce que c'est débile. C'est comme si tu n'avais pas donné la matière pour apprendre. Moi, et je dois bien dire que moi, mes premiers cours... Alors après, quand j'ai rencontré Isabelle Duhat, d'ailleurs, qui elle, sa classe, c'était harmonie au clavier, mais à quel point il fallait démystifier encore les profs de sa génération. Sa classe s'appelait harmonie au clavier, et c'était bien pour dire, on va faire l'harmonie, mais ce ne sera pas à la table. Oui. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a tous les profs jouent les réalisations, je crois que... Mais je vois pas en fait l'intérêt. Moi j'ai mes premiers cours d'écriture classique, je parle, quand j'étais vraiment minot, où je faisais des chalands, je disais encore ici, où je faisais des bases données, des chalands. Et là t'as ton prof qui te dit ah bah non, t'as fait une faute de quinte, ou alors t'as fait une octave pareille. Alors ok, mais c'est complètement virtuel. Oui. Je vois bien la faute sur le papier, mais pourquoi et qu'est-ce qui est creux? Et donc ça n'a aucune consistance. Et là je pense que, alors je suis pas prof d'écriture classique, je sais pas comment ils font, mais j'espère que c'est fini. Parce que ça n'a pas de sens. De toute façon, si les profs sont encore là-dedans, ils doivent bien comprendre que ça n'a pas de sens pour une raison très simple. Il faut d'abord apprendre les réalisations aux élèves, il faut leur faire entendre les sons. Voilà, vous voyez, ça c'est instable, c'est le triton, voilà, ça vous avez un sentiment, ça c'est majeur, ça c'est... Il faut que les gens puissent entendre, comprendre, transposer. Comparer. Surtout. Parce que si tu ne compares pas, tu n'entends pas la différence et tu ne peux pas vraiment sentir les choses. Bien sûr. Donc, Donc il faut d'abord... au clavier, entendre, je pense, ou même pour tous les instruments, parce que c'est l'instrument le plus facile, les notes sont disposées, c'est logique, contrairement à la guitare, là, tout est là. Donc même si tu n'es pas bon pianiste, tu regardes, tu comprends tes enchaînements, tu comprends pourquoi ça c'est faible, tu vois, voilà, il faut l'entendre, il faut aller écouter les mouvements. Et après, une fois que tu as fait ce travail-là, je pense que tu peux te passer de clavier. Voilà, après coup. Et même forcer un petit peu, moi c'est toujours ce que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est intéressant de forcer quand on a déjà de la matière, c'est-à-dire qu'en fait c'est de la mémorisation. C'est-à-dire que tu mémorises une sonorité, et ensuite tu peux l'audioliser, même si le mot n'existe pas, mais voilà, l'audioliser dans ta tête. Et puis, éventuellement, quand tu as un petit doute, tu vas de nouveau redonner de la matière. Donc, effectivement, c'est intéressant
de se forcer aussi un petit peu à entendre, mais c'est seulement après. Moi je trouve que c'est 10 fois trop tôt la plupart du temps, et puis en plus moi je me retrouvais à compter mes quintes, mes octaves, etc. Bon, en plus j'avais beaucoup de lacunes, bon ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai que j'avais l'impression de faire des maths. Alors la musique c'est des maths, oui d'accord, mais enfin quand même c'est quand même en sonorité. Et puis qu'est-ce qui travaille pas pendant ce temps-là? C'est l'oreille. Quel dommage, quel dommage. Et puis dans le jazz, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'improvisation. Et au niveau de l'improvisation, c'est vrai qu'on parle souvent de grilles, etc. Mais je sais pas, comment toi tu abordes l'improvisation? Parce que ce qu'on voit sur Internet, c'est beaucoup les accords. Et moi je me dis, il y a un truc qui va pas de parler uniquement d'accords. Et la musique, c'est le rythme aussi. Comment organiser ça dans le temps? Mais ceci n'empêche pas cela, c'est aussi les deux. Donc, en tout cas, voilà, les deux. Mais est-ce que ça serait pas partir déjà de comment sentir une progression dans le temps, dans un espace temporel, en fait, et après, effectivement, complexifier, mais pour ce qui est déjà de poser, je sais pas, une basse, sentir une carrure, sentir une phrase, etc. Et après complexifier petit à petit. Parce que moi je vois, enfin je sais pas, tous les contenus, je parle pas de ton contenu, mais voilà, globalement, voilà, improviser au piano, c'est voilà, alors tu fais cet accord-là, mais c'est hors temps, c'est hors rythmique, métrique. Donc comment tu vois les choses, toi? Si tu veux, le truc c'est, je comprends, alors il y a des profs qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils mettent l'accent effectivement sur le placement rythmique. Je parle du jazz. Oui. Et donc avec vraiment un matériau très très économe, très peu d'accords, très peu de notes, et uniquement on travaille sur le placement, et en général avec des formes simples, par exemple un blues si tu veux, et effectivement tout de suite mis en place avec, en orchestre, ou en tout cas avec un métronome ou avec une structure définie. Et ça, c'est l'approche effectivement où tu fais primer la forme sur le fond. D'accord. Voilà, c'est la forme, si tu veux, la carrure, le swing, le placement rythmique, et par contre le fond, le langage, lui, est vraiment à l'économie, quoi, si tu veux, tu as vraiment le minimum d'informations, quoi. Après, là, ce sont des... Il y a pas de je pense qu'il n'y a pas de vérité en la matière, si tu veux, et le problème, c'est qu'une improvisation, c'est un peu comme... si on faisait on faut toujours prendre le langage, c'est le plus facile. C'est un peu comme si on avait dit, tu comprends? L'important dans le langage, c'est pas de donner des mots savants et c'est pas de bien parler. C'est de bien parler au sens d'avoir un beau placement et d'avoir un beau rythme de phrase et d'être bien placé, d'avoir une belle élocution. C'est plus important que les mots que tu vas dire. Ok, d'accord? Et donc là, tu as des gens qui disent, bon, allez-y, on fait de l'improvisation. Et les gens vont te dire, bateau, fleur, bateau, fleur, bateau, cuisine, bateau. D'accord, sans le bateau. sens. Voilà, alors à un moment tu dis, qu'est-ce qu'il parle bien, non, il a un bateau, cuisine, tu vois. Ah oui, non, mais vraiment, il place les mots. C'est un peu crétin ce que je dis, mais je suis pas très loin si tu veux. Donc tu dis, il maîtrise, il a une articulation, une prononciation, et puis les mots sont espacés, mais par contre c'est un peu pauvre quand même. Tu vois, il n'y a pas de sens, c'est vrai. Bon, c'est là que tu apprends, on te dit, voilà, tu peux faire ça. Et encore, j'essaie de faire un truc. Bon, c'est sympa, une grille. Allez, deuxième grille. Bon, il y a un moment, tu vois où je veux en venir. On n'a pas besoin de faire une troisième grille. Ok, on a compris le placement, super, machin. Il y a un moment, si tu n'as pas un peu de matière, si tu n'as pas un peu de langage, ça va être pauvre. Donc il faut les deux. Il faut nourrir, il faut... Donc en jazz, c'est pour ça que c'est vrai qu'on parle beaucoup des accords, parce qu'il faut comprendre la structure qui sous-tend le discours, et après développer des phrases, des arpèges, des chromatismes sur cette structure-là. Voilà. Donc en fait, tu pars du fond, comme tu dis, donc tu pars du fond, tu fais explorer aux gens les accords, les enchaînements, etc. Ouais. Et un peu, tu les laisses un peu tranquilles
intuitivement, ils vont faire des choses un peu avec leur culture, avec ce qu'ils savent faire. Et après, tu vas de temps en temps leur imposer que ça soit en rythme ou... Oui, bien sûr. c'est ça, Bien sûr. voilà. Oui, le rythme n'est jamais loin, mais tu peux pas, comment dire... alors l'improvisation, c'est encore autre chose que l'harmonisation. Mais pour parler d'improvisation, il faut un moment... voilà. Mais alors ça dépend où tu en es dans ton apprentissage, mais par exemple, tu peux faire des choses simples avec deux voix main gauche, par exemple. Tu vas faire un 2-5-1, par exemple, en si bémol, tu vois. Et il faut que, et avec ta main droite, tu vas apprendre à épeler les accords, tu vois. Alors, oui. Ça paraît simple, hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est qu'un Do mineur 7, il faut connaître ces tétrades, les monter, mais c'est pas le moment de faire... c'est pas le moment de faire un exercice technique. Oui. C'est autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas non plus... Alors, ça peut être le moment de travailler le swing, mais c'est un peu les deux, si tu veux, donc des choses à minima, et puis après, tu vas complexifier ton discours, tu vois. Par exemple... Voilà, des approches chromatismes, etc. Et tu capitalises. Et puis petit à petit, tu commences à mélanger, ça monte, ça descend, ça s'approche, ça se répond. Là, c'est le b-a-ba, si tu veux. Et petit à petit, bah, tu en arrives à improviser. Voilà, ça c'est un peu le... Donc il faut partir du langage, les tétrades, comprendre comment on va approcher les tétrades entre elles. C'est le langage bop, hein, c'est un peu les maths du jazz, quoi. Il faut savoir faire ça, avec des thèmes faciles. Et puis après, bah, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les met quasiment tout de suite à tempo, avec un métronome, donc comme ça on travaille la mise en place. Et puis ça, en fait, c'est la matrice pour tout de suite improviser sur des thèmes, donc des thèmes faciles, hein, on prend toujours les mêmes. Donc c'est la main droite qui va improviser, voilà. Oui. La main gauche. Main gauche, en général, pour les débutants, ce sont une main gauche, des positions assez économes, avec du 5-7-3-5, voilà, on parle en position. Et puis la main droite qui va jouer le thème, et puis faire des petites variations. Alors, improvisation, il y a dans les grandes familles d'improvisation, il y a vraiment le cœur, ce qui va représenter vraiment 80% du langage, ce sur quoi il faut se baser, c'est ce que je t'ai montré, c'est-à-dire vraiment, c'est ce que je fais travailler aux élèves, c'est-à-dire tétrade, arpège, chromatisme. Ça, c'est la base, c'est toute la base du langage bop de Bud Powell, Bill Evans, tout ça, Lenny Tristano. Ça, c'est le b-a-ba, parce qu'après, évidemment, tout ça, il y a aussi des fragments diatoniques, des chromatismes, il y a plein de figures rythmiques, mais c'est basé sur la compréhension de comment les accords sont construits et comment ils s'enchaînent entre eux. Et cette façon d'aller de l'un à l'autre. Et puis après, tu as des variations mélodiques, donc ça, c'est plus un travail au niveau de faire une ornementation. Tu vois, voilà, c'est ce qui se faisait beaucoup, même dans le baroque, hein, il y a ça, beaucoup de travail d'ornementation, donc on n'est pas très loin d'ailleurs. Et puis, voilà. Donc en fait, tu pars de l'improvisation donc avec une grille qui est donnée. Oui. D'accord. Donc d'abord mélodie, etc. Et après, à quel moment tu passes à de la créativité dans les enchaînements d'accords, justement. Et puis après, même dans la rythmique, dans la forme, après. Ensuite, rythmique je sais pas, des types d'accompagnement en fonction des styles aussi. Bah, ça, si tu veux, ça se met en place naturellement. C'est-à-dire qu'en gros, tu as ce qu'on fait, ce qu'on appelle exercice, en fait, c'est déjà de l'improvisation. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'au même titre que tu travailles une gamme, finalement, si ta gamme, tu la travailles bien, tu es déjà en train... Czerny fait ça bien, tu vois, des petits exercices qui sont musicaux. Je mets de côté Anon, Brahms, c'est encore autre chose, c'est pour te préparer au langage romantique, mais tu travailles une gamme, finalement, si après tu travailles Mozart, tu vas retrouver des fragments, vraiment, des gammes, donc tu vas faire de la musique. C'est un élément de langage. C'est un élément de langage. Et ben là, ça c'est pareil, c'est un élément de langage. Tu te dis, tu as l'impression de dire, alors qu'est-ce qu'il y a dans un sol mineur 7? Alors il y a un sol, un si bémol, un ré, un fa. Qu'est-ce qu'il y a dans un do 7? Alors il y a un do, un mi, un sol, un si bémol. Alors je vais jouer ces deux tétrades. Ok, après. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Si je faisais montant, descendant. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok, maintenant dans l'autre sens, je vais faire. Ok. Ok
Ah, c'est bien, mais c'est loin. Tiens, si je fais dans l'autre sens. Ça sonne pas bien, ouais. Alors maintenant, tiens, je pourrais essayer d'enchaîner les deux. Ah, pas mal. Alors, je vais rajouter des notes. Ah, tiens, et puis petite. Et puis. Voilà, petit à petit, je vais commencer à construire des phrases à partir d'éléments très simples. Et quand tu regardes Peterson, tout ça, c'est vraiment des... Toutes ces phrases, c'est l'expression, c'est épeler les tétrades, ajouter des chromatismes, il y a des poncifs de Bob, quoi. Ça, c'est vraiment aller décrire des accords avec des fragments, quoi. C'est la gamme du milieu, quoi. Tu vois. Oui, ouais. Alors justement, tu as évoqué plusieurs fois le bop. Ouais. Alors, moi, j'avoue que bon, mon domaine de prédilection, à la base, c'est vraiment le classique. Le jazz, j'aime bien, j'en ai quelques disques, etc. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait vraiment, cette fois, allez, je voudrais vraiment que ma culture de jazz soit bien meilleure, etc. Qu'est-ce que, au niveau des styles, etc., parce que moi, le bop, moi, je sais même pas ce que c'est en vrai, tu vois. Donc, comment déjà tu définis le bop? Et ensuite, quels sont les différents styles, peut-être progressivement, évidemment, limite-toi, parce que je suppose que tu vas avoir envie d'en donner plein, mais voilà, pédagogiquement, quelqu'un qui vient du classique, et qui connaît le ragtime, on va passer par-dessus ça, le blues, etc. Mais après ça, voilà, il y a quoi? Et dans quel ordre, quelle progression, quel compositeur? C'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à des styles et pas à d'autres, à des instruments et pas à d'autres. Il y a des gens qui sont butés quand les formes sont trop libres. Ça dépend du goût de chacun. Ce que je peux te dire, c'est que pour un musicien classique, je pense que, à mon avis, le pont le plus simple et le plus évident, c'est d'écouter des musiciens qui ont un lien avec le classique. Parce que du coup, ça permet un petit peu de... On n'est pas trop loin de ce qu'on connaît, tu vois. D'accord. Ça peut être, alors pour les pianistes, tout de suite on pense à Bill Evans. Voilà, Bill Evans, parce que on entend, très bien. On entend Fauré, on entend la musique française, on entend Bach. Donc c'est sûr que ça permet d'élargir ses horizons et d'aller vers l'improvisation, mais en reconnaissant c'est du beau piano. Pour des gens qui aiment le piano, c'est du beau piano. Keith Jarrett fait ça aussi très bien. Voilà. Là, je pense il y en a plein, mais c'est un peu les deux figures. Après, si on aime il y a des gens, s'il y a des musiciens classiques, mais qui aiment aussi ce qui est rythmé, tu vois, qui ont aimé, par exemple, peut-être le rock, à un moment, il y a ce qu'on appelle le jazz rock. Alors, le jazz rock, il y a, on va dire, du jazz binaire, tu vois, je pense à des musiciens comme Chick Corea, ou tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est tellement vaste. Je pense qu'il faut écouter, il faut découvrir. Il y a Cécile McLaurin-Salvant, qui est accompagnée, Cécile McLaurin-Salvant, qui est accompagnée par Sullivan Fortner. Je pense ça parce que les vocalistes aussi, je pense que bien souvent, c'est une bonne porte d'entrée pour aller vers le jazz, qui a le texte. Voilà. Chet Baker, évidemment Sinatra, c'est tout ça, quoi. Vraiment pour l'instrument, à Bill Evans en général, j'ai trouvé que les gens étaient quand même, il y a une sorte d'évidence, parce que c'est un jazz qui est assez mélodieux, qui est somme toute complexe, mais qui est pas... faut pas aller écouter Steve Coleman, ou faut pas aller écouter comme ça d'office Steve Lacy, ou vraiment le free jazz, par exemple. Je pense que les gens qui n'ont pas les codes... Hier, j'ai fait un live, j'ai diffusé un morceau, et il y a des tas de gens qui disent « Ah, je comprends pas, Et c'est vrai que... Bon, il y a une part aussi dans ce style-là, c'est un style qui est en pleine effervescence, qui n'a pas les carcans qu'ont d'autres styles, qui n'a pas les limites commerciales d'autres styles, donc qui se permet plein de folie, plein d'expérimentation. Et il y a eu des errances qui ont été, des errances au sens... Le jazz, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas eu une certaine perversion qu'ont eu d'autres formes d'art, parce qu'on les a encouragés dans une certaine dégénérescence. Je m'explique. L'art contemporain, c'est pas possible dans le jazz. C'est-à-dire que quand on a fait le free jazz, si tu veux, on a fait ça dans les années 60, c'était hyper intéressant, il y a eu de très bonnes choses, mais aujourd'hui le free jazz en tant que tel n'existe plus. Alors je sais qu'il y a des musiciens de jazz qui en font, mais c'est pas vrai. Mais bien sûr qu'il va rester peut-être quelques groupes mondiaux, mais à Paris, tu vas rue des Lombards ou quoi que ce soit, il n'y a pas de groupe de free jazz programmé. En revanche, il en reste quelque chose, il reste un esprit, il reste de temps en temps des petites improvisations, si tu veux, un peu à la marge, il reste un esprit. Ça fait partie de l'ADN du jazz, mais on n'en a pas fait un élément central. Pourquoi ?
parce que le jazz est un organisme sain, il expérimente, il regarde, et quand il est arrivé dans une impasse, il passe à autre chose. Et moi, c'est ma lecture de ce style, je m'y suis intéressé, si tu veux, et c'est mon analyse, musicale, musicologique, historique, étant musicien de jazz et voyant le fonctionnement des musiciens. Si le jazz avait été de l'art contemporain, on serait allé au bout de la démarche, on aurait dit, bon bah, on sait plus trop quoi dire. Ah non, j'ai des clients, ils adorent ce que vous faites, on va vous donner des subventions, et vous allez exposer, et surtout, faut pas arrêter, parce que là, les critiques adorent, ah d'accord, mais... Et là, tu te retrouves pris dans le jeu d'une espèce de production auto-alimentée par des critiques qui comprennent pas, des gens qui achètent parce que ça fait monter la cote, des artistes qui eux-mêmes comprennent même pas leur succès, parfois, mais ils disent, bon bah, c'est ce qui plaît, ma foi, je le fais. Donc cette espèce d'art qui est découplé du réel. Ça, dans le jazz, c'est pas, ou en tout cas c'est beaucoup moins possible, parce qu'il y a le piqûre du réel. T'as pas de subvention, quasiment, enfin il y en a un petit peu, mais c'est par rapport à l'art contemporain. Oui, c'est ça. Voilà. On est dans le réel, donc si ça marche pas, si le langage tu proposes mais que personne n'écoute, tout le monde te dit bon, non, ça... Mécaniquement, les musiciens vont explorer d'autres formes. Donc quand tu dis le réel, c'est-à-dire que tu te confrontes au public. Au public. Tout simplement. Au public. Et c'est le public qui... c'est comme disait Molière, on l'aime ou on l'aime pas, mais à la fin c'est lui qui a raison. Ouais. Ou alors on veut jouer chez soi, on dit moi je fais mon truc. Ou alors on s'appelle Boulez et on a la chance de dire moi j'assume mon langage radical, si vous adhérez tant mieux, si vous adhérez pas, je ne changerai pas une note. Il y en a qui l'ont fait, mais tous n'avaient pas le talent et les compétences de Boulez et sa personnalité. Et voilà, donc après c'est un pari, j'en parle dans mon essai sur le rapport, justement, que quand tu construis ton langage, trouver son style, qu'est-ce que tu fais? Tu assumes ta grammaire, tu proposes des choses nouvelles, est-ce que tu vas faire... C'est vraiment une introspection à faire, je ne développe pas ici, mais ce sont des réflexions que beaucoup d'artistes ont. À un moment, toute ta vie, tu as singé, tu es une épigone, tu as reproduit le langage d'un autre, à un moment tu te dis, est-ce que je vais continuer à jouer à la manière d'eux, ou est-ce que j'essaye, tiens, je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive, est-ce que je cultive ça, ou est-ce que je reste sur mes bases qui sont hyper stables et c'est balisé, ou est-ce que je prends un risque? C'est une question à se poser, avant tu vois, déjà se dire, bon, moi j'ai répondu à cette question, mais je me la suis posée. Voilà. Bon, super. Donc au sujet de l'improvisation, il m'a semblé entendre que tu allais mettre en place une formation, toi, sur l'improvisation. Ouais. Donc, les bases. Donc ça m'intéresse fortement. Donc ça c'est des modules vidéo, c'est ça? Oui, ça va être... Alors j'ai déjà fait une méthode qui s'appelle les bases de l'harmonisation. Voilà. Où là c'est vraiment, pareil, donc c'est toujours le même principe. En fait, ce qui est génial avec Internet et la nouvelle, les nouveaux médias, quoi, si tu veux, c'est que en fait c'est comme une méthode, que c'est comme ce qu'on avait, si tu veux. Là où avant on éditait simplement un livre qui aurait pu être chez un éditeur, les bases d'harmonisation. Maintenant c'est un PDF, mais chaque leçon est filmée. C'est-à-dire que non seulement il y a le cours écrit, mais en plus il y a le prof qui te montre comment faire. Ce qu'on n'avait pas. J'aurais bien voulu avoir Anon, tu sais, le Anon qui montre le Anon, tu sais, filmé à l'époque, tu vois. C'est vraiment les exercices qu'il faut faire, tu vois. Il n'aurait pas du tout fait la même chose aussi bien. Je t'ai dit, on le fait en 1 heure et tout. Je dis, vas-y, allez, montre-nous, fais-nous 1 heure de Monsieur Anon, fais-nous 1 heure de Anon, ça aurait été drôle, quoi. Il l'aurait fait en mi, avec des rythmes de fou. Et ça. Ou Brahms, si on avait Brahms qui avait joué ces exercices, t'imagines, c'est comme ça qu'il faut les faire, tu vois. Et alors, Attends, que je ne perde pas le fil. Oui, donc la méthode d'harmonisation, si tu veux, ça a été ma matrice où je me suis dit, je vais faire un cours qui s'adresse à un musicien que je ne connais pas. Et donc il faut que je me base sur toutes mes années d'expérience, où je sais à peu près, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, je sais où ça va coincer, et je sais ce qui a marché. En fait, ce cours, le cours des bases de l'harmonisation, je l'ai crash testé, j'aime pas ce mot, mais c'est vraiment du crash test de auto, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai proposé des exercices et je voyais que ça marche pas, ou j'ai vu tout de suite certains exercices où je voyais les élèves progresser, me dire c'est génial, j'ai compris. Donc j'ai pu vraiment écrémer, si tu veux. Et l'improvisation, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai gardé ce principe-là. Je donne plein d'exercices, je crée des exercices depuis pas mal d'années, et quand tu as l'élève, c'est facile parce que je donne l'exercice en fonction de là où il est, où je corrige, si tu veux, tu as l'interaction immédiate. Là, je le fais, c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps. Elle est quasiment terminée. Où je me dis, alors je commence, je me dis, alors on va faire commencer par quoi? Je me dis, à qui je m'adresse?
Et puis à chaque fois, je suis remonté. Je me dis, bah non, je peux pas parler de ça si j'ai pas parlé de ça, donc je suis remonté. Ça, c'est le problème. Tiens, non, et en fait, la méthode commence par. Alors vous avez des triolets, et c'est. Déjà pour défaire les musiciens classiques du. Une espèce de truc sautillant un peu, voire quand t'écroches, je me dis bon déjà il faut que faut qu'on mette, tu me parlais de rythme, ça je commence en disant bon, si ça swing pas un minimum, si l'élève n'a pas compris comment ça fonctionnait le triolet où on a enlevé le demi-soupir central, c'est pas possible. Donc le début c'est ça, puis après je me dis bon qu'est-ce que je vais rajouter, je dis il faut une main gauche, je dis bon, on va commencer à mettre, là on met une note, et puis c'est révision. Et en fait, alors ça paraît, tu construis ton langage, en même temps tu apprends, tu travailles ton oreille, tu travailles ton savoir, tu révises les noms des tétrades, et puis en fait, on est tout de suite à travailler des 2-5-1, donc là tu fais, ce que je te montrais tout à l'heure, c'est la base, tu vois. Tu commences, tu mets une note, après 2 notes, 3 notes, et puis tu finis. Voilà, et puis tu improvises là-dessus. Ce serait le plus avancé du plus avancé. La méthode, ça va être beaucoup plus simple que ça au début. C'est vraiment. Voilà, ce genre de choses, tu vois. Mais pour aider l'élève à comprendre comment ça s'enchaîne, quoi, tu vois. D'accord. Et dans quel ordre tu conseillerais du coup? Est-ce qu'il y a un ordre, je sais même pas, mais quelqu'un qui aura envie de faire les 2 formations, par exemple, l'harmonie et. Les 2 sont complémentaires, donc dans mes cours, maintenant, je fais les 2. Maintenant, je fais les 2 parce que, en fait, c'est vraiment... les gens veulent en général improviser, mais ça leur plaît aussi quand ils entendent Bill Evans, ils sont contents de pouvoir exposer un joli thème, donc il faut aussi travailler un peu l'harmonie. Donc maintenant, je fais un peu d'harmonisation et un peu d'improvisation. Je fais les 2. Donc c'est en gros, on travaille les accords, pour le dire autrement, on travaille la façon de construire ces accords, ces positions en fonction de la mélodie, et puis après, on travaille l'improvisation sur ces éléments. Alors la main gauche, après, c'est un peu différent, mais ça se recoupe, l'un répond à l'autre. C'est-à-dire qu'en même temps, si tu as travaillé ton improvisation et que tu as appris à monter, à appeler tes accords, quand après en harmonie tu fais un 3-5-7, c'est beaucoup plus facile, parce que tu as appris ça, tu dis ah oui alors c'est ça, c'est un 3-5-7, et en fait pour construire cet accord-là, tu te dis ah mais en fait je prends ça, et je le mets là, ah d'accord, puis je rajoute le soprane, etc. Et tu construis en fait, donc c'est cousin, hein. Donc je sais pas ce que je conseille. Donc en fait l'idéal, je pense, c'est que vous achetiez les 2. Les 2 mon capitaine. Voilà. Et vous faites un aller-retour. C'est ça. Non, par contre je pense qu'il vaut mieux se concentrer. Non, moi je dis ça. Je pense. Ça dépend si l'élève a beaucoup de. Si le lecteur ou le musicien, s'il est amateur, il a du temps. Mais ce qu'il faut c'est être constant. C'est un peu tous les jours. Il faut travailler un peu tous les jours. C'est vrai, c'est la clé. C'est ce que je dis. C'est la clé un peu tous les jours. Voilà. Bah oui, c'est ça. On arrive à la fin de cette interview et moi ce qui m'intéresserait de savoir un petit peu c'est tous tes projets, on a déjà parlé donc il y a des livres qui arrivent, mais on n'a pas beaucoup parlé de toi en tant que musicien. Ah il y a le disque qui arrive. Donc qu'est-ce qui arrive? Alors c'est mon nouveau disque en trio avec Gauthier Garrigue à la batterie et Marc Buron-Foss à la contrebasse. On a enregistré au printemps dernier, c'était en mai je crois, on était au studio de Meudon. Et on vient de mixer le disque. Voilà. Là, on est vraiment dans les toutes dernières étapes. On a fait la pochette. On est en train de fignoler les derniers détails. Ça va partir en fabrication certainement dans une semaine ou 15 jours. Il y a eu un crowdfunding, tu sais, un financement participatif. Donc, qui a bien fonctionné d'après ce que j'ai compris. Ouais, j'étais très touché de voir que les gens... surtout en ce moment, tu vois, avec l'IA, tout ça, de voir qu'il y avait encore des gens qui adhéraient à la création, qui soutenaient les artistes, ça m'a beaucoup touché.
Et donc, ça, c'est l'actualité la plus importante. Ça va sortir en janvier. J'ai pas la date, je crois on avait dit peut-être le 16. Mais ça, j'en reparlerai, je pourrais te le dire si tu veux. Donc, ça va en tout cas début d'année. Janvier, le disque. Février, le livre. 2026, ça va être un peu... je vais être bien occupé. En avril, tu vas pouvoir te reposer voilà. peut-être. Et puis... si ça t'arrive des fois de te reposer. Pas beaucoup. Je suis pas sûre que ça soit ton genre. J'aime pas les vacances. J'en prends pas beaucoup. Et, donc je suppose des concerts. Des concerts pour la sortie, voilà. Oui. Là, depuis quelques temps, on joue régulièrement. Alors, on fait quelques concerts... on joue dans les clubs, tu vois, avec le trio. Mais c'est pareil, je le fais de temps en temps. J'avoue que... Des clubs à Paris? À Paris. Là, en fait, j'ai un tourneur et je pense que le prochain disque, on va le présenter, on va aller le jouer un petit peu en province. J'aimerais bien, en tout cas. Mais c'est vrai que je tourne moins qu'avant. J'accepte moins de concerts. Alors quand c'est pour moi, c'est un peu différent, mais en fait, c'est parce que je l'ai énormément fait. Ça a été ma vie aussi, parce qu'on a parlé de l'enseignement, mais mon premier métier, c'est quand même la musique, et j'ai tourné pendant quasiment 20 ans avec des artistes de variété. Et j'avoue que je suis un peu allé au bout de ce truc-là. Comme je suis assez créateur et casanier, c'était intéressant de le faire, et puis j'en avais besoin pour vivre, de toute façon, il y avait une réalité économique. Ça me permettait de ne pas faire que enseigner. Ça, tu vois ce qu'on disait, ça me permettait de nourrir mon acte pédagogique d'une réalité, au même titre que quand je parle de YouTube ou quand j'écris, ça me permet de parler de la vie, de toutes ces expériences de tournée, dans plein de différents styles, tout ce que j'ai pu faire dans toutes les expériences professionnelles. Ça me donne une lecture du métier, de la psychologie du métier que j'aurais pas eu si j'étais resté uniquement chez moi ou à commencer à me dire à 20 ans, il faut que je monte une chef, ça n'existait pas évidemment à l'époque. Mais voilà. C'est ce que je dis d'ailleurs aux jeunes dans mon entourage, les jeunes musiciens ne pensent pas comme ça, mais je vois un peu parfois sur les réseaux des gens qui me disent je vais monter ma chaîne YouTube ou autre chose, ce sera Twitch ou je sais pas je sais pas ce qui va... Ou équivalent. L'équivalent dans les années à venir. Bon, ces jeunes-là, je leur dis c'est bien parce qu'il faut avoir des projets, mais je leur dis quand même vivez surtout. Je pense qu'à 20 ans, ce qu'il faut, c'est pas vouloir gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Il faut expérimenter les choses. Il faut vivre la réalité, il faut jouer, il faut se confronter au réel, il faut se casser la gueule, il faut créer des projets, il faut comprendre comment le monde fonctionne, il faut interagir avec les autres, faire des expériences. Et après, une fois qu'on a... Fort de cette expérience-là... Là, on peut revenir et partager si on a envie et si on a des choses à dire. Mais la porte d'entrée de se dire, je vais expliquer la vie, j'ai 18 ans, ou j'ai 20 ans, même j'en ai... Il n'y a pas d'âge, c'est un peu bête de dire ça, même si on est nature, mais il faut vivre un peu quand même. Faut vivre. Ne serait-ce que par respect pour l'élève, quand on donne des conseils, si on n'a pas joué un minimum, moi je sais que quand on parle du métier où je dis non, attention, si tu fais ça, tu vas te casser tu prends un risque, tu vas pas buffer dans cette tonalité-là, ne fais pas ça, c'est casse-gueule, ça va mal se... Je le sais parce que je l'ai vécu, et là j'en vois vraiment des signaux, presque c'est un peu protecteur en disant tu vas te ramasser, fais pas ça comme ça, attention. Pour toi, c'est important que le professeur joue aussi. Bien, c'est capital, capital. Mais quel respect as-tu en tant qu'élève si ton prof joue pas? Bah oui, bien je sûr. sais qu'il y a beaucoup de profs qui vont grincer des dents, mais je le pense. Alors, ça dépend de ce que tu attends de ton prof, parce qu'il faut pas non plus généraliser. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui jouent pas, mais ils sont tellement bons dans leur matière et ils transmettent tellement bien qu'il faut pas leur jeter la pierre et ils ont un rôle à jouer. Maintenant, quand tu commences vraiment à parler du métier, à parler du placement, de l'interaction, d'interplay, moi je parle du trap ou quoi, mais les gens savent que tu n'es jamais monté sur scène. Il y a un moment, quel crédit tu as? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pas pour se faire mousser, mais c'est simplement parce qu'il faut partir du réel. Moi, en harmonie, on part toujours du réel. On parle de la musique, on parle de ce qu'on entend et on l'analyse. C'est jamais... comme ça, c'est vraiment une démarche complètement spéculative. On est toujours dans le réel. Bien sûr. Voilà. Donc tu joues dans les clubs à Paris. Voilà. De temps en temps. Moins qu'avant, mais de temps en temps. Et donc ça, pour avoir tes dates, éventuellement, il faut aller sur ton site, je crois. Ouais, sur le site. Je suis sur les réseaux. J'ai un compte Instagram. Aussi. Sur ma chaîne YouTube. Tu sais, tu connais ça, il y a un onglet post, sais, où tu peux mettre ton actualité. Mais de toute façon, sur... Piano Jazz Concept sur le site, je mets toute l'actualité. Voilà, donc si les gens veulent venir t'écouter en direct, ils vont là. Sinon, tes livres sont trouvables en librairie Oui. Alors les romans, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, peut-être d'occasion, ça je ne sais pas.
Mais l'essai, c'est sûr que, je ne sais pas combien on va tirer la première salle, je ne sais pas combien ils vont presser, on verra. Et ça, ce sera... Ou sinon, on va directement sur ton site ou ça ne sera pas distribué sur ton site, ça sera que... Non, ce sera pour l'essai, tu veux dire? Oui. Ah, l'essai, il sera pas... Je mettrai les liens, mais ce sera... et je vois que la FNAC a déjà fait une... il y a une précommande déjà à la FNAC. Ils n'ont même pas encore mis la couverture, qui a déjà une... c'est les représentants qui ont fait... Quand était, over, tu vois, excited. Ils sont devancés même la couverture. C'est mieux dans ce sens-là. Oui, bien sûr. C'est mieux comme ça. Ça prouve que ça risque de bien fonctionner. J'espère. En tout cas, je vais le défendre, je vais en parler. Et c'est ça. Pas prétentieux ce que je vais dire, mais il y a des choses. Tu sais, on dit toujours, tu t'écris un peu à toi-même. Tu sais, là, je le dis dans le début de la méthode d'improvisation, je me dis s'il y a vraiment des choses dedans. J'aurais aimé, moi, quand j'ai commencé à 14 ans, qu'on me dise attends, tu sais quoi, pendant 6 mois, tu vas faire ça. J'aurais gagné un temps. Alors que je tâtonnais. Si un prof m'avait dit écoute, non, arrête, tu vas perdre 2, 3 ans, 4 ans, fais ça, prends 4 mois, fais ça, tu vas apprendre tous tes accords. Et à vie après, c'est. J'aurais gagné un temps. Donc j'ai fait ça aussi un peu pour l'enfant, tu vois. Je me dis si j'avais eu ça, tu vois. Et là, l'essai, c'est un peu aussi, à chaque fois, je me dis si on m'avait dit ça par rapport à la critique, si j'avais. Bon, après, il faut vivre les choses, hein, l'expérience. Je sais plus qui disait c'est un pain pour les chauves, hein, c'est un truc que tu t'en rends compte quand t'as plus de cheveux, tu vois, c'est une fois que ça, voilà. Ouais. Mais, voilà, donc on en reparlera, ouais, et puis le disque, ouais, on va le jouer aussi, ouais, deux beaux projets dont je suis très très content. Ouais. Bon, super. Et après ces 2 méthodes-là, est-ce que tu penses, tu as déjà des idées pour la suite? Plein, mais celle sur laquelle je suis en train de plancher, ah bah tiens, tu vois, je parlais du Hanon, parce que je suis en plein dedans. Je suis en train de rédiger l'harmoniste virtuose. Oh, yes. En clin d'œil, bien sûr, au pianiste virtuose. Voilà. Parce que plutôt que d'annonner du Hanon, si tu veux, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse des exercices d'harmonie sur les gammes symétriques, travailler des gammes détransposées, les gammes 3-1, les doubles augmentées, tout ça, qui sont en même temps des exercices techniques, mais en même temps tu travailles l'harmonie, tu vois. Ah, j'adore ça. Et je me dis, ça en fait c'est de l'harmonie, mais en même temps dedans, si tu le fais bien, un peu tout le temps, il y a de la mécanique, tu vois. Ouais. Donc je me dis, il y aura une partie sur la révision des gammes, sur des tas de trucs, mais à la fin je pensais vraiment mettre des trucs que j'utilise moi quand j'improvise et qui sont un peu des formes de... quand les élèves disent « mais harmoniquement c'est très poussé », je dis oui, c'est presque une forme de virtuosité harmonique. Donc je me dis appelons ça, en toute immodestie, l'harmoniste virtuose. Voilà, c'est ça. Moi je suis pas... C'est plutôt pour le clin d'œil. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça j'y pense. Alors je laisse passer 2025, enfin je laisse passer 2026 parce que ça va être un gros bout. Ça, d'abord il faut que je finalise, il faut que je tourne ma méthode sur les bases de l'improvisation. Ensuite je m'attelle à ça. Et si la méthode marche bien et si HEO veut, j'ai aussi dans l'idée d'écrire mon prochain texte qui serait un recueil de nouvelles, mais une sorte de roman, de l'autofiction, qui serait un peu des mémoires du métier, un texte qui serait pas de l'humour, mais qui serait vraiment, c'est-à-dire romancer, narrer les plus belles expériences, ou les plus incroyables, ou les plus incongrues, ou les plus insensées que j'ai vécues. Surtout quand je parlais du métier, ce que j'ai vécu sur les bateaux mouches, ou certaines soirées d'événementiel, ou des trucs en tournée, on se dit mais c'est pas possible, c'est des trucs tellement énormes, tellement drôles, ou tellement incroyables. Donc des fois je me suis dit mais ça il faut l'écrire ce truc là, c'est pas possible, il y a un sujet de livre quoi. Surtout que si tu as cette casquette d'écrivain, c'est intéressant que tu parles du réel. Tu me demandais, tu vois, je suis toujours en train de... Donc là, c'est là, et c'est en train de maturer. Tu trouves le temps de faire tout ça? Écoute, je travaille beaucoup. Ouais, tu travailles beaucoup. J'ai pas de mérite. Tu te lèves tôt, tu te couches tard. Voilà. Mais par contre, ça te passionne, quoi. Ça se voit, de toute façon, ça te porte. Écoute, je sais pas si c'est éducationnel, si j'ai toujours vu mes parents travailler, je me dis il y a sans doute une part d'influence. Maintenant, moi, je sais que je dors pas beaucoup. En ce moment, je suis dans une phase, je dors bien. Je fais des nuits de 7 heures, j'avoue que c'est des grasses mat pour moi, là, je suis dans une bonne phase. Mais sinon, c'est vrai que je suis pas un gros dormeur, même insomniaque bien souvent. Oui. Donc je me lève, je bosse, et puis je travaille toute la journée.
J'ai ce truc un peu, c'est vrai que je suis assez besogneux. Si je prends du temps, c'est pour aller marcher. Tu vois, je vais marcher 1 heure tous les jours. Ou si je me pose, c'est pour lire ou pour faire des mots croisés, un truc comme ça. Mais j'avoue que je peux pas rester contemplatif. J'ai l'impression que je perds mon temps, quoi. Si une journée est passée et que je me suis dit, ah, j'ai rien créé, j'ai rien fait, j'ai rien écrit, j'ai rien travaillé. Je me couche pas bien, quoi. Faut que j'ai l'impression d'avoir une journée productive. Mais ceci dit, tu prends quand même le temps, visiblement, d'après ce que je comprends, de lire, d'écouter. Oui, oui, bien sûr. Ce sont de te nourrir, parce bien que sûr. sinon, il faut. Parce que travailler sans jamais rien recevoir, c'est un peu... Non, mais c'est-à-dire que j'ai pas la télé, tu vois, dans les petites choses, j'ai pas la télé et je limite ma consommation de réseaux sociaux. Donc, plutôt que de passer 3 heures devant les écrans, je lis 1 heure tous les jours. Alors, c'est pas, à la fois, c'est pas beaucoup, mais en même temps, je peux lire des romans, je peux lire des essais, j'écoute de la musique, j'écoute dans ma voiture, j'écoute en marchant. Parfois, sur mes écoutes, quand je me détends, j'écoute des nouveautés, tu vois. Donc, mais mes pauses, c'est de la consommation culturelle. Donc, ça me permet de continuer de lire. Là où je débranche vraiment, c'est quand j'aime bien marcher. On est dans un bel environnement ici. Et les seules vraies vacances où je déconnecte vraiment totalement, ce que je fais pas assez, je l'ai fait beaucoup plus à une époque, c'est la randonnée. Ah oui. J'adore randonner, et là c'est vrai que il y a un truc méditatif. Idée, hein. Voilà. Oui, exactement. Voilà, il y a des choses qui viennent, et là je suis obligé, surtout quand tu vas dans des coins où il faut chercher les balises, on est un peu dépaumé. Là je suis obligé de lâcher. Voilà. Ça c'est les moments dans ma vie où j'ai vraiment j'ai pris le plus de recul, quoi. C'est bien. Bon, là, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, Piano Jazz Concept, la chaîne, allez-y, foncez, c'est vraiment du super contenu. Et puis alors, vous allez rigoler, vous allez parfois pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Parfois pas être d'accord, les gens sont pas d'accord. Il y aura même du contenu en dehors de ça, j'apprécie vraiment, parce que tu es un musicien qui tu te positionnes aussi, même sur le plan politique. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que j'en ai pas vu beaucoup. Ben oui, les gens ont peur. Voilà, qui sont musiciens, mais qui se positionnent et qui disent voilà, moi je pense ça. Et puis vous pouvez penser autre chose, mais moi je pense ça. Et ça, c'est courageux et j'apprécie. Tant que c'est argumenté et que c'est respectueux. Si tu veux, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est le drame, tu sais, de beaucoup de. Pardon, tu voulais terminer peut-être. Non, mais vas-y. Mais c'est important, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles je pense beaucoup quand je produis du contenu ou quand j'ai des discussions, si tu veux. On a vécu récemment des événements, je ne dis pas les mots qui vont te pourrir ta chaîne, mais c'est toi qui parles, c'est pas moi. Mais tu sais que les robots patrouilles, ils vont repérer les mots-clés. Et puis, le problème, c'est que l'événement du printemps 2020, si tu veux, ça et d'autres événements, ce qui s'est passé au JO, le rapport à la société, il est très personnel. Et les gens ont tendance à se crisper. Et après, il faut que chacun ait la possibilité c'est pas d'assumer sa parole, mais au moins peut-être de se donner un espace de liberté dans sa parole. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui m'a le plus peiné, je sais pas si ça m'a peiné dans ce qui s'est passé récemment, c'est que, enfin en tout cas, ce que j'ai constaté, et c'est aussi une des raisons du succès de la chaîne, je pense qu'il y a l'aspect technique, il y a peut-être ma personnalité, ma façon de parler, mais peut-être derrière aussi, il y a tellement de gens qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, je pense comme toi, mais je suis d'accord avec tout. » Que ce soit pour mes analyses de société, parfois mes analyses de musique. Quand on a levé le paix avec Céline Dion sur cette arnaque au playback, et le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, je suis d'accord, mais moi je peux rien dire. » Mais c'est bien que tu le dises. et moi, mais ces gens-là, je leur en veux pas, c'est une question de personnalité, moi ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas, c'est pas du militantisme au sens j'attends pas d'argent, ni de médaille, ni de reconnaissance. C'est plus un truc de... Quand quelque chose est pas juste, ou quand j'estime que vraiment j'ai quelque chose qui me semble argumenté et que par rapport à la musique, j'ai envie de dire non, ça, ce qu'on vend par exemple aux enfants, ou ce qu'on veut vendre ce qu'on veut nous montrer comme étant quelque chose de super, et je considère que moi, d'un point de vue technique, c'est un mensonge, je vais pas forcément déployer une énergie et piquer les aiguilles dans une poupée vaudou je ne souhaite pas de mal aux gens. Mais par contre, si on me demande, si j'ai l'occasion de montrer, je vais dire maintenant je suis pas d'accord et je vous explique pourquoi. Voilà, maintenant c'est mon avis, il est étayé, il est argumenté, vous en faites ce que vous voulez. Mais le nombre de personnes, t'as raison, hein, c'est super, moi je dis rien, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est
qui est chouette. Donc c'est pour ça que j'apprécie effectivement ta vision. Enfin, il y a eu 2-3 phrases comme ça sur l'éducation que j'ai beaucoup apprécié, parce que moi, c'est des questionnements vraiment que j'ai, parce que bon, je suis maman, j'ai eu des garçons, j'ai fait des erreurs, je me rends compte maintenant, mais ils sont grands. Et il y avait des questionnements où je me disais, mais effectivement, je sais qu'une fois, tu avais parlé de l'enfance, et tu avais dit qu'il y avait une espèce de double discours, c'est-à-dire qu'à la fois on traite les enfants comme des petits adultes, comme des petits adultes, mais en même temps les abrutis. Voilà. Et cette espèce, et là je dis, ah mais c'est exactement ça en fait, ce que je ressens. C'est-à-dire que j'ai voulu moi-même faire cette erreur, parce que bon voilà, on était à un moment où développement personnel, etc. On a voulu faire bien, faire différent des parents, etc. Faire plus doux, être à l'écoute, etc. Et donc parler comme d'égal à égal. Sauf qu'en parallèle, en fait, on fait l'inverse. Et cette espèce de... Pas de schizophrénie, mais... c'est complètement schizophrénique. La société s'en remet pas. Les gamins n'ont jamais eu autant... Je vois le résultat autant... maintenant, avec mes enfants, malheureusement, je me rends compte que... Enfin, mes enfants, ils sont des autres, il n'y a pas que... Heureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas toute seule, où on se rend compte qu'ils sont perdus, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de valeurs. Et là, on a la France qui part dans tous les sens. Et voilà, donc... Et donc c'est vrai que ça fait du bien qu'il y ait aussi les musiciens qui parlent de ça, parce que bon, moi j'écoute d'autres personnes, d'autres chaînes, mais les musiciens souvent effectivement ne se mouillent pas. Il n'y a pas beaucoup de... Les musiciens sont pas très courageux. Après, bon, chacun fait comme il peut, chacun fait... Au moins, que ceux qui n'ont pas l'envie ou que ceux qui n'ont pas le courage ne gênent pas ceux qui essayent. Oui, voilà. Au moins, qu'ils se mettent pas en travers, et déjà, on leur demande... Bah non. Au moins ne pas nuire, on disait... Quand je parlais, par exemple, de la Société des enfants ou des JO, parmi ceux qui m'ont le plus attaqué, c'était des musiciens. C'est quand même le comble. Tu dis, mais les mecs, des mecs qui, je sais, étaient d'accord avec moi, mais qui se sont sentis obligés un petit peu d'aller dans le sens du vent, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu vois, pour ces histoires d'enfants... il y a beaucoup de conformisme. Ah, mais il y a un conformisme, mais c'est le politiquement correct, mais terrible, les gens je ont comprends peur. pas d'où ça vient, ça. La peur de perdre du travail. Oui. Bien sûr. Ah oui, parce qu'il faut être libre. Pour pouvoir dire ce que tu penses, il faut être libre. Et la liberté, c'est quel prix de ta liberté? Moi, quand je l'ai ouvert pendant le... etc., je savais quelle quantité de boulot j'allais perdre. Donc, si tu veux, c'est combien ça m'a coûté. Ah, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai quantifié, j'ai pris un tableau Excel. Hein. Je sais précisément combien m'a coûté ma liberté, parce que faut être libre, moi je peux te dire, moi je suis dans le réel, tu vois, on parlait du réel, le réel c'est bien d'avoir des grands discours, mais moi je sais concrètement ce que ça vaut d'avoir des grands discours, mais je l'avais préparé, je l'avais assumé. Mais tu vois, pour cette histoire par rapport aux enfants, ce qui me, on va pas creuser ça, mais ce qui me fait, ce qui me fait dire qu'à un moment, ça se finira forcément mal. Cette société ne peut pas perdurer comme ça. C'est qu'on n'a jamais eu des enfants de manière générale, des enfants à qui on donnait autant de responsabilités, autant de considérations, qu'on considérait autant comme adultes si tôt dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, c'est-à-dire de dire à des gamins de 13 ans, de leur donner la possibilité de tout choisir. Je ne rentre pas dans le détail, mais tu sais très bien de quoi je parle. Et que ce soit en matière personnelle, de choix. Ce sont des petits adultes, et là on est en train de parler du droit de vote à 16 ans et machin. Et à côté de ça, ils n'ont... Ah non, mais c'est même pas ça, c'est qu'à côté de ça, ils n'ont jamais été aussi crétins. Ah non, mais désolé, ils n'ont jamais été aussi peu éduqués, crétins, idiots, dans une espèce d'indolence qui confine au génie, quoi. Oui, incapable de toucher à la matière. On a tous les droits, là je sais que je vais parler comme un vieux con, mais et les profs en fac que je connais qui enseignent depuis 20 ans, je donne pas de nom parce que je ne vais pas me servir d'eux, mais me disent tous la même chose. Il y en a plein qui arrêtent pour des histoires politiques, ils me disent moi j'en peux plus, les cheveux bleus, les machins, se faire convoquer parce que j'ai mégenré quelqu'un, moi j'arrête. Mais aussi ces mecs me disaient, je vois le niveau d'année en année, ils me disent plus ils arrivent, plus ils ont de revendications et plus ils sont gonflés d'orgueil sociétal, plus ils sont cons. Et pardon pour plus ils sont crétins, vraiment. Ils me disent ils savent pas écrire, ils savent pas penser. Ils n'ont aucune nourriture intellectuelle, ils sont déconnectés de tout et ils veulent exister comme ça. Et ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Les enfants sont une pensée, ça se nourrit, ça se cultive. Et tu voilà. Qu'est-ce qu'on savait, moi, quand je me... Alors, je suis un peu un cas d'espèce parce que je m'intéressais, j'ai toujours beaucoup lu. Mais même, qu'est-ce que je savais à 18 ou à 20 ans? Qu'est-ce que tu sais de la vie? Tu sais rien. Tu sais rien. T'es un
Et ils nous racontent la vie, hein, très souvent. Et t'as des mômes de 16-18 ans qui viennent t'expliquer la vie, qui t'expliquent comme... Mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu vois, c'est... Qui te parle, oui, bien sûr. Donc ça pose le problème de la hiérarchie, du savoir, de l'équilibre, de la vie en société. Je vois pas où ça va, ça. Ça, je vois Après, pas... Après, les enfants sont quand même le reflet des adultes aussi, hein, et bien sûr. globalement, c'est l'ensemble de la société qui se voit là-dedans aussi, quand même. Hein, donc, bon, mais... Voilà. Mais faut pas finir sur une note négative. Non, non, non. Faut rester... En tout cas, tu vois, moi, je reste, comment dire... Il y a toujours un peu d'espoir, au sens, si j'étais vraiment uniquement dans le côté négatif, lutte, c'est foutu, je ferais pas la chaîne. C'est-à-dire que malgré tout, moi, je sais pas à qui je m'adresse, je sais pas si ça aura un écho et je sais pas si ça changera, mais ce serait indécent et anormal, toi aussi à ton niveau, de pas continuer de proposer des choses de qualité, d'essayer de tirer parce qu'on voit que ça suit quand même. De toute façon, ceux qui veulent nous suivre, c'est ça l'avantage, c'est la liberté pour le coup, sauf si les algorithmes nous embêtent un petit peu. Mais si, mais bon, disons que si les algorithmes continuent à faire leur travail à peu près correctement, les gens avec qui ça résonne, au moins, on arrive à les attraper. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais bon. Voilà, donc, et c'est vrai qu'on va pouvoir... j'espère continuer à tenir le cap le temps que tout ça se remonte ou chute, et puis pour après mieux remonter. Espérons. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, Marie-Cécile. Et puis, à une autre fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu as des origines slaves, non? De l'Est? Non. J'entends presque un accent un peu russe. Mais je finis par me demander, parce que de toute ma vie, on m'a demandé. C'est vrai? Ouais, toute ma vie, on m'a demandé si j'avais pas des origines slaves. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que mes parents ont fait le choix de rentrer dans la confession orthodoxe. D'accord. Donc, qui est quand même beaucoup plus de l'Est. Ouais, et donc, c'est assez étonnant. Voilà, donc et j'avais un oncle par contre qui était ukrainien et qui a beaucoup influencé la famille. Donc bon, on ne sait pas. Après j'ai peut-être un ancêtre lointain qui est arrivé jusqu'à moi avec ses chromosomes. Voilà, donc...